L'économie keynésienne a révolutionné la pensée économique. Développée par John Maynard Keynes dans les années 1930, elle a offert un nouveau cadre pour comprendre la Grande Dépression. Keynes a soutenu que l'intervention de l'État était cruciale pour stabiliser l'économie. L'économie keynésienne souligne le rôle de la demande globale comme principal moteur de l'activité économique. Comprendre l'économie keynésienne reste essentiel pour appréhender les débats actuels sur les politiques économiques. La demande agrégée représente la demande totale de biens et de services dans une économie à un niveau de prix donné. Elle comprend les dépenses de consommation des ménages, les dépenses d'investissement des entreprises, les dépenses publiques et les exportations nettes. La courbe de demande agrégée est décroissante. L'offre agrégée désigne la quantité totale de biens et de services que les entreprises sont prêtes à produire. La courbe d'offre agrégée à court terme est croissante. À long terme, la courbe d'offre agrégée est verticale. L'intersection des courbes détermine le niveau de prix et la production d'équilibre. Le circuit économique est une représentation simplifiée de la façon dont l'argent circule dans une économie. Il met en évidence l'interconnexion des différents agents économiques, notamment les ménages, les entreprises et l'État. Les ménages fournissent de la main-d'œuvre aux entreprises et reçoivent des salaires en retour. Les entreprises utilisent cette main-d'œuvre pour produire des biens et des services qui sont ensuite vendus aux ménages, à l'État ou exportés. L'État joue un rôle crucial dans le circuit économique. Il perçoit des impôts auprès des ménages et des entreprises pour financer les services publics tels que l'éducation, la santé et les infrastructures. Les dépenses publiques injectent de l'argent dans l'économie, tandis que les impôts retirent de l'argent de la circulation. L'État peut également influencer l'économie par le biais de réglementations, de politiques commerciales et d'autres interventions. L'économie keynésienne souligne l'importance de l'intervention de l'État dans le circuit économique, en particulier en période de ralentissement économique. Lorsque la demande agrégée est insuffisante, l'État peut augmenter ses dépenses ou réduire les impôts pour stimuler l'activité économique. Ces politiques budgétaires visent à relancer la demande agrégée et à encourager les entreprises à investir et à embaucher davantage de travailleurs. Le revenu national peut être envisagé sous 3 angles différents: la production, la dépense et le revenu. L'approche par la production mesure le revenu national en additionnant la valeur ajoutée à chaque étape de la production dans l'économie. L'approche par la dépense calcule le revenu national en additionnant toutes les dépenses consacrées aux biens et services finaux produits dans l'économie. L'approche par le revenu détermine le revenu national en additionnant les revenus perçus par tous les facteurs de production, y compris les salaires, les traitements, les bénéfices, les intérêts et les loyers. Idéalement, les 3 approches devraient aboutir au même chiffre de revenu national, car il s'agit simplement de différentes manières de mesurer la même activité économique. Ces 3 perspectives fournissent une compréhension globale de la façon dont le revenu national est généré et distribué au sein d'une économie. En analysant les données sur le revenu national sous ces différents angles, les économistes peuvent obtenir des informations sur la performance économique, les inégalités de revenus et d'autres indicateurs économiques importants. Section 5. Consommation et épargne. Fonction clé. La consommation désigne les dépenses des ménages en biens et services pour satisfaire leurs besoins et leurs désirs. C'est une composante majeure de la demande agrégée et elle joue, vous savez, un rôle important dans la détermination du niveau d'activité économique. Le niveau de consommation dans une économie est influencé par des facteurs tels que le revenu disponible, les taux d'intérêt, la richesse et la confiance des consommateurs. L'épargne représente la partie du revenu disponible qui n'est pas consacrée à la consommation. Elle est essentielle à l'accumulation de capital et à la croissance économique. L'épargne est canalisée par les institutions financières vers les entreprises à des fins d'investissement. Des taux d'épargne plus élevés peuvent entraîner une augmentation des investissements,
ce qui peut stimuler la productivité, créer des emplois et favoriser la croissance économique à long terme. La relation entre la consommation et l'épargne est inversement proportionnelle. Une augmentation de la consommation entraîne une diminution de l'épargne, et vice-versa. La propension marginale à consommer, ou PMC, mesure la variation de la consommation résultant d'une variation du revenu. De même, la propension marginale à épargner, ou PMS, mesure la variation de l'épargne résultant d'une variation du revenu. Section 6. Décoder la fonction d'investissement. La fonction d'investissement décrit la relation entre le taux d'intérêt et le niveau des dépenses d'investissement prévues par les entreprises. L'investissement désigne les dépenses en biens d'équipement, tels que les machines, le matériel et les usines, qui sont utilisés pour produire d'autres biens et services. Les entreprises investissent dans les biens d'équipement pour accroître leur capacité de production, améliorer leur efficacité et développer de nouveaux produits et technologies. Le taux d'intérêt représente le coût de l'emprunt de fonds pour les projets d'investissement. Un taux d'intérêt plus élevé augmente le coût de l'emprunt, rendant l'investissement moins attractif. Inversement, un taux d'intérêt plus bas réduit le coût de l'emprunt, encourageant les entreprises à entreprendre davantage de projets d'investissement. La fonction d'investissement est influencée par des facteurs tels que les attentes des entreprises, les progrès technologiques, les politiques gouvernementales et le niveau général de l'activité économique. Par exemple, des attentes optimistes des entreprises concernant la demande future de leurs produits peuvent entraîner une augmentation des investissements, même à des taux d'intérêt plus élevés. Section 7. Politique budgétaire et monétaire. Outils de gestion économique. La politique budgétaire désigne l'utilisation des dépenses publiques et des politiques fiscales pour influencer l'économie. Les gouvernements peuvent adopter des politiques budgétaires expansionnistes, telles que l'augmentation des dépenses publiques ou la réduction des impôts pour stimuler la demande globale en période de ralentissement économique. Inversement, des politiques budgétaires restrictives, telles que la réduction des dépenses publiques ou l'augmentation des impôts, peuvent être utilisées pour freiner les pressions inflationnistes. La politique monétaire comprend les mesures prises par une banque centrale pour contrôler la masse monétaire et les conditions de crédit afin d'influencer l'activité économique. Les banques centrales peuvent abaisser les taux d'intérêt, réduire les réserves obligatoires ou se livrer à des opérations d'open market pour augmenter la masse monétaire et stimuler la croissance économique. Inversement, elles peuvent augmenter les taux d'intérêt, augmenter les réserves obligatoires ou vendre des titres d'État pour réduire la masse monétaire et contrôler l'inflation. Les politiques budgétaires et monétaires visent à stabiliser l'économie en gérant la demande globale. La politique budgétaire agit principalement par son impact sur les dépenses publiques et la consommation. En revanche, la politique monétaire affecte principalement les dépenses d'investissement et la consommation par son influence sur les taux d'intérêt et la disponibilité du crédit. Section 8. Le modèle ISLM et les politiques économiques mixtes. Le modèle ISLM analyse l'interaction entre le marché des biens et le marché monétaire. La courbe IS représente l'équilibre sur le marché des biens. La courbe LM représente l'équilibre sur le marché monétaire. L'intersection détermine le taux d'intérêt et le niveau de production d'équilibre. Les déplacements des courbes peuvent conduire à de nouveaux points d'équilibre. Le modèle ISLM montre comment les politiques budgétaires et monétaires influencent l'économie. Les politiques économiques mixtes utilisent les politiques budgétaires et monétaires ensemble. Les gouvernements et les banques centrales coordonnent souvent leurs politiques. Par exemple, une politique budgétaire expansionniste peut être combinée à une politique monétaire accommodante. Section 9. La pertinence durable de l'économie keynésienne. L'économie keynésienne reste aujourd'hui très pertinente, offrant des informations précieuses pour gérer les fluctuations économiques et promouvoir la stabilité économique. La crise financière mondiale de 2008 et la grande récession qui a suivi ont mis en évidence l'importance de l'intervention de l'État
pour atténuer les ralentissements économiques et prévenir les effondrements catastrophiques. Les principes keynésiens ont éclairé les réponses politiques aux crises économiques récentes, telles que la pandémie de Covid-19. Les gouvernements du monde entier ont mis en œuvre des plans de relance budgétaire à grande échelle, notamment des paiements directs aux ménages et aux entreprises, pour amortir l'impact économique de la pandémie. Ces interventions ont contribué à éviter une récession plus profonde et ont soutenu la reprise économique. Bien que les débats se poursuivent sur le rôle approprié de l'État dans l'économie keynésienne fournit un cadre puissant pour comprendre la dynamique de la demande agrégée, l'importance de l'intervention de l'État et l'interconnexion des outils de politique économique. Sa pertinence durable réside dans sa capacité à s'adapter à l'évolution des défis économiques et à fournir aux décideurs politiques les outils nécessaires pour naviguer dans des paysages économiques complexes.